Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport sur TV78 et en podcast. L'émission n'est surtout pas manquée si vous êtes un passionné de sport local. Nos chroniqueurs sont avec nous sur ce plateau et ils sont en pleine forme, croyez-moi. Présentation en musique de la Dream Team. On commence à ma droite, musique, c'est un véritable guerrier, un guerrier toujours très élégant. Il est toujours très élégant en 2023, il le sera tout autant en 2024. C'est le sosie de Russell Crowe. Notre gladiateur Pierre Chevalier du Rugby Club de Versailles est avec nous pendant une heure. Forme et bonheur, Maximus. Bonne année, les amis. Bonne année, ravi de redémarrer cette année olympique sur les chapeaux de roue avec vous tous. On va se régaler. Quelles sont vos résolutions pour l'année 2024 ? Faire du sport. Faire du sport. Plus de sport. Faire du sport de très haut niveau. Et peut-être bosser un peu les sujets pour les émissions. On continue. À gauche, musique, vous reconnaissez sa musique. En 2024, il continuera à nous éblouir sur sa connaissance du sport italien et sur sa connaissance du sport yvelinois. C'est notre encyclopédie, notre Italian lover. Grégory Canale est avec nous pendant une heure. Comment allez-vous ? Ça va, bonjour Mickaël, bonjour Pierrot. Bonne année à toutes et à tous, à tous les passionnés de sport yvelinois qui nous regardent. Écoutez, ça va très bien. J'en parlerai tout à l'heure. Il y a une échéance qui approche et qu'on attend avec impatience, celle des Jeux Olympiques. Donc voilà, 2024 s'ouvre sous de bonnes augures. Une résolution peut-être pour 2024 ? Un peu plus de sport, une meilleure alimentation, meilleure hygiène de vie. Plus de sport avec Pierre du coup ? Voilà, mais le sport ça va, je pratique assez souvent, mais on va dire une meilleure hygiène de vie un peu plus globale, un meilleur sommeil, manger mieux. C'est toujours des bonnes résolutions qu'on prend en début d'année. On a du mal à s'y tenir, il faut le dire. Et des bons pronostics peut-être. Et peut-être aussi des bons pronostics, effectivement. On termine juste à côté de vous, Grégory. Mesdames et messieurs, il sera encore la superstar de cette émission en 2024. C'est une légende vivante. Ses analyses sont toujours précises. Ses punchlines sont mythiques. On a de la chance de l'avoir sur cette émission. Jean-Miss, ex-entraîneur de Plaisir. Plaisir Rugby Club est avec nous pendant une heure. Comment allez-vous, Jean ? Eh bien, très bien. Bonne année à tout le monde. Très heureux d'être parmi vous à ce début d'année. Ça fait énormément plaisir. Résolution pour vous, Jean ? De faire attention où je mets les doigts. D'accord. Ok, voilà. le message est passé. Alors, avant de passer au programme de l'émission, on va parler de course à pied. C'est une tradition dans le monde de la course depuis 10 ans. Chaque début janvier, des milliers de coureurs investissent la petite commune de Cernay-la-Ville juste après les fêtes de fin d'année. Ce dimanche 7 janvier, ces sportifs venus de 61 départements et de l'étranger viennent participer au premier marathon et semi-marathon de France. Au programme également un 10 km et un meeting de Joëlette. Un vrai succès pour ce rendez-vous qui se déroule au cœur de la vallée de Chevreuse. On écoute l'organisateur. On s'est dit, si on veut avoir du monde, il faut que maintenant les coureurs cherchent un petit peu de sel dans leur course à pied, ils cherchent des défis. Et on s'était dit, si on fait ça au mois de mai, juin, on n'aura pas grand monde. Par contre, si on fait ça tout de suite après les fêtes, on peut avoir du monde. On a commencé avec 200 coureurs en 2014. Et là, pour les 10 ans, on a refusé du monde et on a bloqué à 1600 personnes. Du côté du marathon, plus de 400 courageux ont pris le départ de l'épreuve cette année. Chez les féminines, Garance Perrault s'impose en 3 heures 4 minutes et 36 secondes. Chez les hommes, la course a été remportée par le Villepreusien Nicolas Duhail en 2 heures 41 minutes et 5 secondes. L'Yvelinois s'impose pour la 2e fois consécutive dans l'épreuve. Alors, votre avis sur cette course, on valide ou pas, messieurs ? On valide, tout le monde valide. Jean, pourquoi vous validez ? Alors, moi, je valide pour 3 raisons. Là, pourquoi ? Pour rigoler. Je valide pour 3 raisons. La première, c'est parce que nous l'avons fait avec Pierrot, tous les deux. Bon, on ne nous a pas vus à l'antenne, là, mais nous y étions. C'est parce qu'on n'a pas super perf. Mais... Non, bon, faut reconnaître. On n'a pas été non plus au top. Mais on reviendra l'année prochaine plus fort. La deuxième, parce que l'organisateur est un copain que je connais depuis très longtemps et que c'est une très 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 belle organisation et qui dure depuis un certain temps, il l'a dit lui-même. Depuis 10 ans. Voilà, je crois que c'était le 10e anniversaire. 10e édition, c'était. Ouais, 10e édition. Et qui réunit, il l'a dit lui-même, de plus en plus de candidats et de participants plutôt. Et donc on est heureux de voir ce genre de compétition qui est pas vraiment, c'est une compétition sans lettres, c'est vraiment, on va dire, un détox après fête où tout le monde... Oui, certains nous l'ont dit, hein, ils ont mangé peut-être un peu trop d'huîtres, de foie gras, et du coup ils viennent sur la compétition. Ouais, tout à fait, ça réunit, c'est plus le petit côté, la petite sortie, la petite course,
Et quand même, bon, semi-marathon, c'est pas non plus. Et un marathon. Il y a un marathon, aussi. semi-marathon et marathon, bien sûr. Et un 10 km. Mais voilà. Mais ça réunit de plus en plus de monde. Il a été obligé de freiner. Donc pour ces 3 raisons, je dis bravo et que ça continue, quoi. Pierre. Moi, 2 raisons. La première, Jeannot parce qu'on y l'a rappelé déjà. Ça, c'est la troisième. Ouais, t'as raison, 3 raisons. Non, la première, c'est que je suis admiratif de la période choisie pour cet événement-là. Effectivement, juste après les fêtes, avec en plus un gagnant du marathon qui, je crois, termine en 2h21. 2h41 minutes 41, et alors, 5 41. secondes. 2h41, il avait déjà gagné l'année d'avant, je crois. Et là il c'est 2h41 juste après le réveillon et Noël. Donc ça, chapeau à toutes les Il avait participantes. peut-être une meilleure hygiène de vie. Il n'a pas dû le faire, peut-être, lui. hein. Il n'a pas dû le faire de la même manière. Il n'a pas non plus le même physique. Hein. Sur ce que j'ai vu, il est plutôt long et élancé. Bon, ce qui correspond à peu près à nos physiques aussi. Hein. À quelque chose. Mais Il nous a dit quand même à la fin que son temps, il pouvait pas faire mieux, mais qu'il était habitué quand même à faire moins de 2h41 minutes. Pour nous, ça a été un problème de chaussures. C'était juste les chaussures qui étaient pas bonnes. La deuxième raison, c'est que, particulièrement dans une année olympique, je crois que ça montre encore un peu plus la vogue du sport santé, sport bien-être, et de pratiquer une activité physique le plus régulièrement possible. Et là, il y en a vraiment plein de coureurs et de coureuses qui choisissent le semi-marathon ou le marathon. Il y en a de plus en plus dans les calendriers. Ils ont donc toutes et tous le choix dans la date. Et dès le début de l'année, en plus, dès le début 2024, là, juste après les réveillons, de pouvoir s'aligner sur une course. Bon, les performances passent au second plan, mais en tout cas, chapeau à l'organisateur. C'est une belle manifestation du sport pour tous, dans les Yvelines en plus, sur une année olympique. Très bien. Et vous ne dites pas ça parce que c'est un ami de Jean qui a organisé. Je dis aussi ça parce que c'est un ami de Jean. Voilà. Les amis de nos amis sont nos amis. Grégory. Moi j'ai envie de dire déjà bravo à eux parce que juste après les fêtes, ça effectivement faut être courageux pour aller digérer tous les bons mets qu'on a pu manger pendant les fêtes. Moi je m'étais programmé un petit programme de footing. Au final j'ai rien respecté, donc déjà bravo. C'est pour ça que c'était une bonne résolution. D'un point de vue moi marketing, je trouve que c'est bien. On avance cette course comme le premier marathon de l'année. Ça permet aussi de pouvoir parler de cette course dans un cadre aussi exceptionnel qui est cette vallée de Chevreuse qu'on loue souvent pour les parcours cyclistes, mais il y a aussi de beaux endroits pour courir. Voilà, ça permet aussi de découvrir ce département des Yvelines. Et d'un point de vue sportif, ce serait la troisième raison. Point de vue sportif, on a quand même une course qui est de plus en plus relevée. Là, Nicolas Duhail et Garance Perrault, c'est des coureurs qu'on retrouve dans les gros trails de la région, les co-trails. On les a aussi vus lors de le dernier trail à Elancourt quand ils avaient aussi gravi cette colline. Je crois que c'était Nicolas Duhail d'ailleurs qui avait remporté ce trail. Oui, c'est un habitué. Donc voilà, c'est des habitués qu'on retrouve. Il y a aussi des coureurs étrangers, des coureurs venus de toute la France. Donc on a quand même un plateau relevé. d'Argentine, hein, il y avait des Argentins qui étaient en vacances en France et qui sont venus. Ils ont vu tout simplement l'information sur les réseaux sociaux et ils sont venus courir. Donc quasiment un an plus tard, la France a pris sa revanche sur l'Argentine dans un autre sport. Voilà. Non, en tout cas, voilà, plein d'aspects positifs pour une course qui dure désormais depuis une dizaine d'années. Donc longue vie encore à elle. Oui, la date finalement, c'est peut-être ça aussi qui fait que ça fonctionne, peut-être Jean. Le fait que ça soit le premier marathon de l'année. Oui, c'est certain. Et puis en plus, cette date juste après les fêtes, c'est ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un peu la course des intox, quoi. C'est-à-dire, on va aller là-bas, comme ça, on va éliminer, quoi. On va éliminer et voilà, j'y mets le doigt dessus, mais c'est très important. Grégory ? Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du marathon, mais c'était une course aussi qui s'adressait à beaucoup de coureurs, même des coureurs moins aguerris, par exemple comme moi, mais on pouvait aussi se tourner vers un 10 km. Le 10 km, c'est quand même à la portée, il faut quand même être entraîné, mais c'est à la portée d'un peu plus de monde. Ça permet de rassembler un peu plus. Au final, je crois qu'il y a plus de 1000 personnes qui ont participé. Il y avait la course de Joëlette, le côté aussi un peu festif, le rassemblement de Joëlette, donc ça permet d'être le plus rassembleur possible aussi. Et ça veut dire surtout aussi qu'à cette période de l'année, la plupart des coureurs et coureuses ont eu peu de temps pour se préparer. Ouais. C'est-à-dire pour s'entraîner, pour se préparer en plein hiver, c'est pas la période la plus sympa. Un petit mot peut-être aussi sur la météo.
la météo, il faisait très froid dimanche. Oui, mais c'est pas, mais il pleuvait pas forcément. Il ne pleuvait pas. Il pleuvait plus. Il pleuvait plus. Non, Il faisait très froid. Mais ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Il a fait C'est froid, plutôt pas hein, mal. Il faut s'échauffer. Ouais. Évidemment, il faut rentrer un petit peu Une dans demi-heure. le dur. Une demi-heure de chauffement. Voilà. Et puis ça permet quand même, ça vivifie là pour le coup, et ça permet à la limite d'assurer une mini perf parce qu'il fait pas trop chaud. Quoi. Voilà. Pour ça. Avec du vent de face, par contre, il y avait du vent de face. Donc ça a ralenti Bah, certains. Jean et moi, on n'a pas eu ce problème-là, il n'y a pas de portance, donc d'accord. c'est pas très grave. On vous filmera l'année prochaine, du coup, Voilà. Pierre et Jean, on vous filmera. Avec plaisir. Alors, une 11e édition, en tout cas, est déjà programmée pour l'année prochaine. Elle sera organisée cette fois-ci le 5 janvier 2025. Ça sera légèrement plus tôt que cette année. Il faudra donc être beaucoup plus raisonnable pendant les fêtes de fin d'année, et notamment sur les huîtres et le foie Et gras. attendre pour manger la galette. Voilà, il faudra attendre C'est pour noté. manger la galette, exactement. À la fin des forts, on pourra On est déjà peut-être inscrit. manger cette galette. Alors, nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler du PSG. Kylian Mbappé doit-il quitter le PSG? Grégory Canelli nous fera une magnifique envolée sur 2024, une année olympique Évidemment. dans les Yvelines. Mais avant de parler de ces thèmes, on va parler de cyclisme sur piste. On va donc continuer par du cyclisme sur piste. Le Vélodrome national a vibré pendant 4 jours au rythme des championnats de France. 4 jours où 140 sportifs venus des 4 coins de la France se sont affrontés sur la future piste olympique de Saint-Quentin-en-Yvelines. Selon la Fédération française de cyclisme, le bilan est positif. On écoute le responsable des événements à la FFC, Nicolas André. Le centre-piste a bien vécu. On a eu des belles retransmissions télé jusqu'au podium protocolaire très apprécié. On a pu entendre des Marseillaises a cappella avec des spectateurs qui ont poussé la voix. Et je crois que côté organisation, côté public, billetterie, avec le soutien de l'agglomération de Saint-Quentin et du département des Yvelines, on a réussi un beau championnat de France pour débuter l'année 2024. Au total, plus de 5000 spectateurs sont venus sur les 4 jours de compétition pour assister à cet événement organisé pour la deuxième fois dans la structure après 2019. Parmi ceux qui ont fait vibrer le public, on retrouve Tom Derache. Le pistard de l'équipe de France a remporté 2 titres de champion de France sur le Keirin et le kilomètre. Une bonne répétition pour les athlètes tricolores en vue des prochains mois. Voir si on a progressé cet hiver, on a bien travaillé et je pense qu'il y a de belles choses qui sont sorties. Et voilà, de se confronter aussi, on fait du sport de haut niveau pour se confronter aux meilleurs. Donc là, il y a eu des belles batailles avec les collègues. Je pense aussi au match avec Ryan en vitesse et en Keirin où ça a bien matché. C'était vraiment une bonne semaine sur ce point-là. Du positif du côté de l'organisation et des athlètes, mais il y a eu quelques déceptions. Déjà, le public, il n'y avait pas beaucoup de monde, hein, vous l'avez vu dans les tribunes le jeudi et le dimanche. Seulement 400 spectateurs dans les tribunes le jeudi et le dimanche, 1000, un peu plus de 1000 le vendredi et le samedi. Autre déception, la non-participation de Mathilde Gros et de Sébastien Vigier, tous les deux malades. La question sur cette thématique, est-ce que c'est un top ou un flop, ces championnats de France au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines? Mitigé pour vous, Jean, mitigé pour vous, Pierre. Je vais les défendre. Flop Je vais les défendre. pour vous. Ah non, du coup, top pour vous. pas flop en tout cas. Pas flop. Top. Entre les deux, Bon alors, quoi. Pierre, pourquoi? Pour opposer le sportif et le festif, dans une année où justement on mise gros sur le spectacle à 6 mois, à 6-7 mois des Jeux Olympiques. Sportivement, c'était une revue d'effectifs, ça avait tout l'air, et vous l'avez cité, d'une répétition générale avant les JO, ou surtout avant les championnats d'Europe là, qui ont lieu la semaine prochaine. La semaine prochaine. En ce moment même. Il commence aujourd'hui. Commencer aujourd'hui. Donc répétition générale des effectifs avec nos 2 grosses têtes d'affiche absentes pour maladie. Et de l'autre côté, c'est aussi une répétition générale de l'appétence plutôt du public français pour les événements de cyclisme sur piste. Bon bah là, avec le bémol que ça s'est déroulé pendant la deuxième semaine des vacances scolaires, et donc peut-être que les Français étaient plus en famille, à la campagne,
peut-être au sport d'hiver, que au Vélodrome de Saint-Quentin, les allées sonnaient un peu creux, quoi. Donc en termes de public, c'est un démarrage timide de l'année olympique, mais il faut se souvenir que les Jeux olympiques, c'est pour accueillir la planète entière. Donc on peut imaginer que le Vélodrome de Saint-Quentin en juillet, en août et en septembre sera rempli plus par des spectateurs étrangers qui viendront faire le voyage en France. Pour l'instant, les Français ne semblent pas encore totalement mobilisés ou concernés par le cyclisme sur piste à Saint-Quentin. Ça peut être une déception pour vous ? Oui, parce que on en parle souvent. C'est le Vélodrome de Saint-Quentin doit vivre par le cyclisme. Il y a d'autres événements qui sont organisés, mais pour l'instant, ça fait pas encore totalement recette. Avec les têtes d'affiche, l'enjeu olympique et puis la planète à accueillir, je pense que là pour le coup, ça sera quand même beaucoup plus plein cet été. Après, on m'a dit quand même dans les tribunes et au niveau de l'organisation qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde sur des championnats de France. Là, ça paraissait vide parce que forcément, le vélodrome est très grand, mais d'habitude, ils sont sur des plus petits vélodromes. Jean, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est pas une excuse, mais bon. Non, c'est regrettable quand même. Moi, je trouve que c'est regrettable parce que c'est un championnat national. Alors, se contenter en disant oui, mais c'est normal parce qu'il n'y a pas trop de monde. Non, je crois qu'il vaut mieux quand même voir plus grand. Et surtout qu'on est, Pierre l'a dit, dans une année olympique où je pense que le choix de la date de ce championnat n'était peut-être pas le plus adapté. Parce que justement, très mal placé en période scolaire, à proximité des fêtes, et pour faire venir du monde, et pour faire connaître peut-être un petit peu plus avant l'échéance des Jeux Olympiques, c'était peut-être l'occasion de mettre le cyclisme sur piste sous les projecteurs. Là, c'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage parce que c'est un championnat national. Les têtes d'affiche, les grandes stars qui ne sont pas venues et qui sont malades, ça, ils ne pouvaient pas le savoir avant. Donc, ça. Mathilde Gros, par exemple, déclaré forfait quasiment à la dernière minute. Voilà, c'est pour ça. Jeudi. Donc, c'est pas parce qu'ils ne sont pas venus que les gens ne sont pas venus au vélodrome. Ça n'a rien à voir, ça. Donc, c'est un petit peu regrettable pour moi parce que, encore une fois, c'était l'occasion de les mettre en avant et de faire peut-être un peu plus découvrir cette discipline. Souvent, dans cette émission, on le dit parce que ça manque le spectateur, le vélodrome. Ça manque énormément le spectateur. C'est pour ça qu'on fait même d'autres animations et d'autres activités, autres que sportives, pour attirer un petit peu plus de monde dans cet endroit, en plus, qui est magnifique, il faut le reconnaître. Donc, alors c'est sûr, les Jeux Olympiques, Pierrot l'a dit, il y aura du monde, mais c'est dommage pour nos championnats nationaux. Grégory, est-ce qu'on peut être déçu ? Oui. Pour vous, c'est un top. Non, j'ai dit que c'était pas un flop. J'irais pas jusqu'à C'était dire comme que nous, c'était un quoi. top. C'était Non. comme nous. Mais est-ce qu'on peut être déçu ? Oui. Est-ce qu'on doit être surpris ? Je ne pense pas. Ça a été rappelé. Ils n'ont pas forcément eu le choix dans la date pour programmer ces championnats de France. On est quand même dans une année olympique où il y a un calendrier qui est très rempli pour les athlètes français. Voilà, athlètes français, mais aussi athlètes internationaux, pour qu'ils puissent qualifier pour ces Jeux olympiques. On a eu l'UCI Track Champions League qui est passé, plus récemment les championnats de BMX Freestyle, championnat de France. Et on devait faire ces championnats de France avant les championnats d'Europe. Donc les dates, il n'y avait pas de multiples dates pour pouvoir programmer ces championnats de France. Je dis qu'on n'est pas surpris parce que finalement ils se retrouvent à organiser ces championnats de France sur le premier week-end de janvier. Il y avait fort à parier qu'on n'aurait pas beaucoup de monde dans les tribunes. Ça a pu peut-être s'équilibrer sur l'ensemble de l'événement. On parle d'une jauge de 5000 spectateurs sur les 4 jours de compétition. C'est pas une réussite, loin de là, il faut le dire. Alors, 5000, mais je pense qu'on prend en compte aussi les l'aire personnes centrale. qui étaient dans l'aire centrale. Avec 400 personnes le jeudi, 400 personnes le dimanche. Donc j'ai envie de dire, il y avait aussi effectivement ce côté aussi négatif avec l'absence de Mathilde Gros, qui est notre Française qui avait remporté une médaille d'or lors des championnats du monde sur place. Il n'y avait pas de Sébastien Vigier, mais il y avait quand même Marie-Divine Kwame, il y avait Benjamin Thomas, il y avait d'autres coureurs qui étaient là. J'ai envie de dire 5 fois champion du monde aussi, on le rappelle. Exactement. Donc c'est pour ça que je dis pas totalement flop. Je pense que les meubles ont été sauvés, à mon sens, parce qu'il n'y avait pas non plus, on va dire, toutes les conditions réunies pour pouvoir organiser des championnats de France avec une jauge pleine de ce vélodrome national. Mais c'était pas aussi l'occasion de voir les pistards de l'équipe de France, Jean, justement, à quelques mois des Jeux Olympiques, de leur montrer justement que le public français était derrière eux ? Ah mais oui, mais les championnats nationaux servent aussi à ça.
à montrer nos sportifs de haut Parce niveau. qu'à part Mathilde Gros, Sébastien Vigier et quelques-uns, ils étaient quasiment tous là. Hein. Ben voilà, c'est pour ça. Donc c'est encore une fois de plus un sujet que la fédération devrait un petit peu sur lequel il devrait se pencher, parce que justement, quoi, pourquoi alors que le plateau de grands champions était présent, pourquoi les gens ne sont pas venus, quoi. Donc il y a un réel problème quand même sur la connaissance peut-être et l'appréciation de ce sport. Il faut le reconnaître, quoi. Encore une fois, c'est pas la première fois qu'on le dit sur le plateau. On a quand même du mal à faire venir. Un sport trop confidentiel, selon vous? Peut-être trop confidentiel, peut-être trop technique ou trop peut-être trop lassant aussi. Je sais pas. Je suis pas un spécialiste. Yann aurait pu nous en parler puisque lui c'était le spécialiste. Yann Dujarrier, le voilà, Yann chroniqueur Dujarrier, de Si on parle sport. Mais je ne sais pas, mais c'est vrai que pour moi qui suis pas un spécialiste de la discipline, bon, ça va un petit moment, quoi. Honnêtement, voilà, j'ai pas les éléments pour apprécier ce sport à sa juste valeur, quoi. Pierre Chevalier. Et c'est généralement dans les années olympiques que on a des pics d'audience sur le cyclisme sur piste, sur route, avec justement cette mise sous projecteur dont parlait Jeannot, avec la planète entière, les meilleurs qui sont vraiment là. Vous connaissez mon affection pour le cyclisme, mais je dois dire que comme j'aime le sport, je regarde quand même aussi particulièrement sur les années olympiques. On n'a jamais autant parlé de cyclisme sur piste, par exemple, et de keirin, quand nos Français déjà étaient aux Jeux olympiques et gagnaient. En plus, avec les Florian Rousseau et autres, c'était les grandes heures et les belles années. Et on espère que Vigier, Gros et consorts vont nous ramener ces médailles qu'on attend depuis la relève. Le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines doit-il accueillir un nouveau championnat de France de cyclisme sur piste? On va faire rapidement un petit tour de table dans les prochaines années. Ça reste quand même une enceinte référence. C'est l'enceinte qui va accueillir les Jeux Olympiques. Donc j'ose espérer qu'il y aura de nouveau des championnats de France, au moins des championnats de France. Pour faire le comparatif entre le championnat de France ça faisait que la deuxième fois qu'ils les accueillaient. Oui, mais voilà, mais on a pu aussi faire le comparatif avec d'autres compétitions comme les championnats du monde, où là le Vélodrome avait attiré assez facilement son public, avec des duels, c'est vrai, France contre le reste du monde. Peut-être que les affiches étaient un peu plus alléchantes aussi pour un public aussi bien d'initiés que de non-initiés au cyclisme. Donc oui, c'est un grand oui. Les championnats de France doivent retourner au Vélodrome, et je l'espère à une autre date. Je pense que sur une année non olympique, on pourra avoir une date un peu plus, on va dire un peu plus attirante pour le public. Championnat de France, à nouveau, Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous votez pour Jean? Oui, je suis d'accord avec Greg, parce que justement, c'est quand même l'antre du cyclisme sur piste en France, quoi. Pierre. L'Open de France de golf a lieu au Golf National. La finale du championnat de France de rugby a lieu au Stade de France. Donc là, oui, championnat de France, championnat de France sur piste au Vélodrome National, ça semble évident. En tout cas, le prochain grand rendez-vous au Vélodrome National, ce sera les Jeux Olympiques. Il devrait y avoir beaucoup plus de monde au Vélodrome pour cette échéance, hein, ça on en est persuadé. Et on attend de belles victoires françaises. On va maintenant parler football. Depuis début janvier, l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, est à 6 mois de la fin de son contrat avec le club de la capitale. Le joueur formé à Clairefontaine dans les Yvelines est libre de s'engager où il veut, ce qui donne évidemment lieu à de multiples rumeurs. Mbappé peut rester au Paris Saint-Germain, il peut aussi partir du côté de l'Espagne, où le Real Madrid lui fait les yeux doux depuis de nombreuses années. Il peut aussi partir du côté de l'Angleterre, plusieurs clubs de Première Ligue pourraient l'accueillir. Mbappé l'assure, il n'a pas pris sa décision. La question sur cette thématique, Mbappé doit-il quitter le PSG, messieurs? Oui ou non? Oui, pour vous, Jean? Maintenant, à la fin de la saison? À la fin de la saison, bien sûr. Oui. Oui. Partagez pour Allez, vous. Non. Un petit bien. duel entre principe. Jean et Pierre. Alors Pierre, pourquoi? Alors pourquoi? Parce que pas quitter le PSG. Parce que c'est notre joyau national, et que là les prises de position de Nasser Al-Khelaifi récentes dans l'équipe ou dans les différents supports là cette semaine sur le sujet ne souffrent pas d'équivoque.
ça fait quand même quelques années, donc 7 ans qu'il est au PSG. Il est devenu non seulement le meilleur buteur du club, mais en plus capitaine de l'équipe de France avec la trajectoire que l'on lui connaît. Nasser met les petits plats dans les grands pour pouvoir le garder. Il y a énormément de choses qui sont faites pour le choyer et pour lui donner l'envie de rester. Alors oui, en termes de calendrier, là, il est libre de choisir sa destination à partir de fin juin, donc la fin de son contrat actuel avec le PSG. On sait que le Real est sur les rangs, que Liverpool est sur les rangs, donc c'est parmi les plus grands clubs au monde. Et Nasser se bat lui avec ses armes, et elles sont nombreuses quand même, notamment avec des moyens financiers importants. C'est le 4e club en termes au niveau UEFA, en termes de valorisation. Je lisais les chiffres, ça donne le vertige. C'est un club qu'ils ont acheté 70 millions et qui est valorisé à plus de 4 milliards d'euros maintenant. Donc on va dire que l'intelligentsia du PSG a les moyens de garder Kylian Mbappé. Et si je devais citer une raison pour laquelle il ne doit pas partir, c'est pour faire en sorte qu'une partie de son contrat sportif soit honorée, c'est-à-dire de gagner la Ligue des Champions. Tant qu'ils ne l'ont pas gagné, c'est un pari perdu de QSI, donc le Qatar et Nasser en tête. Après, maintenant, s'il la gagne cette année, ce qui est encore possible, s'il la gagne cette année, là, il pourra partir par la grande porte. Mais je pense que l'histoire de Kylian Mbappé, malgré ce qu'il peut dire en ce moment sur le public français et sur sa vie en ce moment en France, elle s'inscrit en France. Ou du moins elle se finira en France. Il ira sans doute à un moment ou à un autre, c'est peut-être encore un peu tôt. Donc j'aurais tendance à dire, parce qu'il nous manque encore quelque chose à écrire, qu'il ne faudra pas qu'il parte. Jean, qu'est-ce que vous répondez? Alors moi, vous connaissez... Il doit partir pour vous. Oui, alors 7 ans. Ça fait 7 ans qu'il est au PSG. Donc pour moi, je ne reviens pas sur la qualité du joueur, on le sait. C'est un immense joueur, c'est un très grand joueur. Mais 7 ans qu'il est au PSG, et là je vous annonce de suite, quand vous avez dit tout à l'heure, il n'a pas encore pris sa décision, il ne va pas la prendre. Ça va traîner, là on en a pour 6 mois. Là. On en a pour 6 mois avec des rebondissements, en veux-tu, en voilà. Donc là, à un moment donné, je pense qu'il faut... Certains le poussent quand même à donner sa réponse rapidement. Oui, mais il ne la donnera pas, on le sait, ça fait partie du jeu, ça fait partie... Là ça va traîner jusqu'à quasiment la fin, quoi. Jusqu'à la fin. Donc je pense que là, on s'use un petit peu au niveau du club. Effectivement, là je ne veux pas revenir sur ce que Pierrot a dit, mais ils ont mis les moyens, ils mettent encore les moyens, ils ont des arguments pour le faire rester. Je crois qu'il ne va pas falloir non plus, je vais rester tranquille parce que je vais prendre un carton sinon, mais il ne va pas falloir non plus trop exagérer pour le retenir, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il prenne sa décision, où il reste, où il part. Bon, moi je crois que 7 ans, Pierrot parlait de la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, bon, ben, si le PSG la gagne cette année, c'est parfait, il pourra partir la tête haute par la grande porte. Mais je crois que même s'il ne la gagne pas, il faut qu'il quitte le club. Même pour lui, pour son expérience professionnelle et sportive, je pense qu'aller voir un autre championnat lui fera pas de mal non plus, parce que peut-être aussi qu'il y a une certaine lassitude au sein du PSG, autant une lassitude de son côté que du côté aussi peut-être des autres joueurs, parce que là, on va dire que Kylian Mbappé étouffe un petit peu l'actualité du PSG, quoi. C'est-à-dire que là, pendant 6 mois, on va parler que de ça, quoi. Que l'éventuel transfert, il reste ou il part. Donc là, je pense que ça dessert un petit peu le club. Voilà, c'est tout. Après, je reviens encore une fois pas du tout sur le personnage et la qualité du footballeur qu'il est. Grégory, qui vous a convaincu? Moi, je suis plus... Non, mais prime abord, j'étais plus du côté de Jean et je vais le rester. Alors, il disait Kylian, on parle plus de Kylian Mbappé que du PSG, mais c'est vrai, on dit souvent Kylian Saint-Germain plutôt que Paris Saint-Germain ces derniers temps. Moi, je pense qu'il doit partir 7 ans
On sait que dans les couples, dans le mariage, c'est une date difficile à franchir. Chaque année, on espère peut-être la bonne année pour la Ligue des Champions, pour le PSG, mais c'est vrai que le PSG se casse souvent les dents. Moi, je pense que pour son bien personnel, pour son évolution, il a 25 ans, il est quand même, je pense, à un tournant de sa carrière. Il est parmi les meilleurs joueurs du monde. S'il veut franchir cette étape supplémentaire et être directement potentiel candidat pour le Ballon d'Or, il l'est déjà aujourd'hui, mais s'il veut franchir cette étape et gagner le Ballon d'Or, à mon avis, il doit aller dans une institution plus grande que celle du Paris Saint-Germain. On a souvent critiqué d'ailleurs l'institution du Paris Saint-Germain qui n'était pas du standing des autres grands clubs européens. Je pense que pour son bien personnel, aller voir effectivement un autre championnat, comment ça se passe ailleurs, alors que ce soit en Angleterre, qui est peut-être le championnat le plus relevé en ce moment, en Espagne, avec des clubs qui eh bien sont parmi les meilleurs. Voilà, le Real Madrid, moi je le vois très bien associé à un Vinicius, par exemple. Mbappé, je le vois très bien jouer avec Bellingham. Moi, je rêve déjà de le voir associé à ce type de grands joueurs européens. Donc, c'est un tournant de sa carrière. Il doit faire son choix. Là, depuis le 1er janvier, effectivement, il peut choisir librement sa destination. Il se murmure peut-être en coulisses aussi qu'il pourrait, c'est pas impossible, renouveler son contrat pour que le PSG récupère quand même une indemnité dans son transfert, parce qu'il l'avait payé à l'époque 180, si j'ai pas de 180 millions, oui. 180 millions d'euros, donc pour pas que le PSG le laisse partir gratuitement. Et après, oui, effectivement, le PSG, de son côté, par la voix de son président Nasser El Khelaifi, a dit toute sa volonté de garder Mbappé. Je veux que Kylian reste, a dit Nasser El Khelaifi, il est au centre du projet. Ce qui est bizarre, c'est que Kylian Mbappé n'a pas pris la parole pour commenter ce qu'a dit son président. Alors on sait qu'il s'exprime peu dans les médias, mais ce silence peut-être, des fois un silence peut dire beaucoup plus de choses que quand on prend la parole. Donc pour son évolution personnelle, il est à 25 ans, on veut qu'il soit Ballon d'Or, on veut qu'il gagne encore de nombreux titres. Je pense qu'il doit partir du Paris Saint-Germain. En tout cas, normalement, ça ne devrait pas trop traîner. Hein. Jean, il a dit après le Trophée des Champions, si je sais ce que je vais faire, ça ne va pas traîner. On en reparlera. Et vous le voyez où, du coup, Jean ? En Espagne. Grégory, par contre, n'a pas parlé d'Italie. Oui, par contre. J'étais surpris. Non, mais alors, ce qui est Il vrai... est vrai parce qu'il a parlé d'un bon championnat. Non, c'est ça. Ils n'ont pas les moyens. Non, le championnat italien, malheureusement, par rapport au championnat d'Espagne ou au championnat d'Angleterre, est peut-être un peu moins relevé. Quoique, Mbappé n'a jamais caché son amour pour l'AC Milan. Mais bon, je ne le vois pas tout de suite. Peut-être un jour. Non, mais peut-être dans le cours de sa carrière, peut-être en fin de carrière. Mais là, non, il doit clairement pas aller. Il doit clairement pas aller en Italie. Je verrais plutôt au Real. Au Real, puisque pour moi, c'est un club qui lui correspond mieux et un championnat qui lui correspond mieux par rapport à son style de jeu. Parce que je pense qu'à Liverpool, le championnat anglais va se faire un petit peu frotter les oreilles. Hein. Parce que là, apparemment, à Liverpool, c'est le choix de sa mère. Hein. Sa mère aime beaucoup Liverpool. Oui, mais c'est pas sa mère qui va jouer, si ? Non, même pas. Mais c'est deux grands entraîneurs aussi. Hein. Entre Ancelotti et Klopp, c'est des entraîneurs qui peuvent, extrêmement expérimentés, notamment au niveau européen, et qui peuvent façonner encore un petit peu plus le diamant brut et puis nous le rendre encore un petit peu plus compétitif encore, si c'était possible. Bon, en tout cas, on continuera à suivre ce dossier brûlant dans les prochains mois. On l'espère qu'il prendra sa décision plus tôt possible. On verra ça. Hein. Jean nous a dit que non. On verra. On continue à parler du Paris Saint-Germain dans cette émission. Les jeunes joueurs des centres de formation et pré-formation du PSG ont fait leur rentrée au campus de Poissy ce dimanche. Ils ont été accueillis par le président Nasser El Khelaifi. Au total, ce sont 129 jeunes qui ont découvert le centre d'entraînement. Avec cette arrivée, toutes les équipes du PSG sont désormais réunies sur le site. Si l'équipe professionnelle masculine était déjà installée depuis juillet, elle a été rejointe par l'équipe féminine qui a pris ses quartiers la semaine dernière. Les féminines jouent ce jeudi contre le LOSC dans ce training center. Le terrain peut accueillir 700 spectateurs, dont 400 en tribune. La question sur cette thématique, est-ce que c'est un vrai plus pour le PSG que tout le monde soit réuni sur le même lieu ? Oui. Bon, il n'y a pas de débat. Prochain thème. Pierre Chevalier. Oui, parce que c'est la formation et l'ambition au cœur du système PSG. Je me souviens de notre président Emmanuel Macron qui disait qu'il fallait traverser la rue pour avoir un emploi. Bah là, les futurs jeunes pousses, les futurs talents du PSG n'ont qu'à traverser une allée pour être au contact des professionnels, les garçons et les filles, et dans une structure qui est
est franchement, a priori, je l'ai pas encore visité, mais je passe devant souvent, qui est vraiment, on a les il y a images. du vent, il y a le bruit de l'autoroute, mais c'est quand même flambant neuf et là pour le coup le PSG peut se targuer d'avoir le plus beau et le meilleur centre d'entraînement au monde. D'ailleurs, je crois que le match des féminines s'est déjà joué, c'était mardi. Non, c'est ce soir contre le LOSC. Je crois que c'est 6-0, elles ont gagné 6-0. Ou alors c'était l'année dernière, mais je crois que ça vous voyez dans le futur, je crois que ça s'est joué. Très bon pronostic. Je crois que ça s'est joué. Enfin, en tout cas, c'est l'effet maison. En plus, l'effet maison pour les féminines va enfin jouer et elles vont pouvoir après justement signer des résultats. Là, elles sont pour l'instant que 3e. On peut imaginer qu'avec des installations et maintenant un stade. Alors il y a que 700 places pour le stade des féminines. Elles pourront avoir justement on un parlait public, à un un public moment d'un présent. stade de 5000, 6000 places, mais pour l'instant, Voilà, ils ne sont finalement, pas finalement c'est limité, mais en tout état de cause, avoir toutes les forces vives et toutes les catégories d'âge du PSG au même endroit et sur des installations de telle qualité, c'est de toute façon la signature même du projet du PSG. Grégory ? Juste signaler que Pierre a totalement raison. 6-0, première victoire, premier match à domicile. Vous me demandez s'il y a besoin. Pour les Parisiennes dans ce nouveau campus PSG, et première victoire contre le LOSC 6-0. Bah moi je suis d'avis de mes amis, de mes camarades parce que J'ai rien dit, moi. voilà, mais Attends, il me semble que tu avais mis la petite raquette verte. Non, tout simplement parce que le PSG se rapproche du standing des grands clubs. Les grands clubs ont leur centre d'entraînement avec toutes les équipes qui sont réunies en leur sein. Alors c'est marrant que Pierre fasse la référence d'Emmanuel Macron qui disait il faut traverser la rue. Mais effectivement, dans l'ancien camp des loges, il fallait traverser la rue pour se rendre dans les différentes parties de ce camp des loges qui était en fait pas vraiment un centre d'entraînement. C'était assez éclaté entre les terrains utilisés par les jeunes, les terrains utilisés par les pros. Les féminines, elles, carrément, elles étaient à Bougival. Donc on avait un club qui était un peu éclaté en plusieurs endroits. Donc d'avoir tout le monde réuni sur un même campus. Il y a eu les pros qui sont arrivés en juillet, les pros masculins, les féminines et désormais les petits jeunes. C'est vrai que les petits jeunes, d'être au contact, de pouvoir voir les pros s'entraîner, être proches, ça peut leur donner de la suite dans les idées. Et donc, voilà, d'avoir maintenant ce campus de première qualité, de nouvelle génération avec, on le sait, des équipements de haute volée. Je pense que ça peut être qu'un plus pour le club de réunir tout le monde en un même endroit. Pierre disait que c'était peut-être le plus beau centre d'entraînement du monde. Vous validez ? Je reste quand même fan moi de la Masia du FC Barcelone. C'est quand même il y a beaucoup de centres très beaux, mais c'est vrai que là on a un centre de première qualité dans les Yvelines avec quelques petits désagréments. On disait la dernière fois le vent, l'autoroute qui passe pas loin, mais on va dire qualitativement au niveau juste des terrains, des installations, on est quand même sur des équipements de premier plan. Jean, qu'est-ce que vous en pensez ? Rien à rajouter, ils ont tout dit. C'est magnifique structure d'entraînement et de formation. Toutes les équipes de haut niveau réunies dans sur ce même site. C'est bien pour tout le monde. C'est bien pour les équipes, c'est bien pour le club, parce que ça montre aussi un club un petit peu plus uni, entre guillemets, parce que là, comme le disait Pierre tout à l'heure, les équipes ne sont pas éclatées à droite à gauche, et donc un club qui est un peu plus uni et qui va dégager une sérénité un petit peu plus positive qu'elle ne peut faire jusqu'à présent avec des équipes un petit peu partout. Mais puis c'est magnifique, il est moderne, il est magnifique et tout va bien, quoi. On ne peut pas rajouter grand-chose que ce qui a été dit. On va passer du coup à la prochaine thématique. C'est On va très bien. maintenant parler basket. Vous vouliez dire quelque chose ? Ouais, non, c'était rajouté en fait que dans le projet, c'est une contrainte en moins avec sur la partie entraînement et qu'il y reste maintenant une énorme contrainte qui est celle du stade, donc c'est-à-dire le Parc des Princes ou le Stade de France, mais a priori Nasser est plus sur le Parc des Princes et espère que les négociations avec la ville de Paris vont aboutir. On parlait de football, Très n'oublions pas rapidement. que les judokas et les handballeurs aussi vont intégrer ce centre, ce campus Dans de les Poitiers prochains dans les prochains mois.
Alors on va maintenant parler basket et de notre prodige yvelinois Victor Wembanyama. Si les San Antonio Spurs sont toujours à la peine avec seulement 5 victoires en 30 matchs disputés, Victor enchaîne les records. Il vient de rentrer dans le cercle très fermé des joueurs à plus de 100 contres en moins de 35 matchs. C'est seulement le 6e joueur de l'histoire à le faire. Il est notamment aux côtés d'une légende du basket, Shaquille O'Neal. Il a aussi le record du plus jeune joueur de l'histoire de la NBA avec au moins 20 points et 20 rebonds en un match à seulement 19 ans et 338 jours. Il a fait 8 double-double d'affilée, un record pour un joueur de moins de 20 ans. Il a dépassé Dwight Howard qui était bloqué à 7. La question sur cette thématique, est-il déjà dans la légende de la NBA ? Oui ou non ? Est-il déjà dans la légende de la NBA ? légende. La légende de la NBA. Vous êtes partagé. Vous allez dire oui pour Partagé, vous, Grégory ? Je suis plus sur le oui, forcément, parce que... Allez, on fait un petit duel entre vous, Grégory et Pierre. Grégory, vous commencez. Non, mais ce qu'il faut dire déjà, c'est que la Wemba Mania qu'on lui prêtait est au rendez-vous. En tout cas, il est à la hauteur des attentes. Si on prend ses statistiques individuelles qui sont affichées, il est largement à la hauteur des attentes. Il est en train de battre tous les records. Voilà, moyenne de 19,3 points, 10,1 rebonds, 2,8 passes et 3,3 contre. Voilà, c'est une vraie attraction. On attend Par avec match, impatience. Chaque année maintenant, c'est une tradition. Le match de NBA qui se délocalise en France, ça sera pas cette année, mais normalement l'année prochaine, peut-être qu'on aura l'occasion de voir Victor Wembanyama avec son maillot des Spurs fouler le parquet de l'Accor Hotel Arena de Bercy. Bah non, il est à la hauteur des attentes de manière individuelle. Là, on a vu, même musculairement, il a quand même changé depuis son passage de la France vers les États-Unis. On peut quand même être frustré, on le savait, on le disait quand il a... alors c'est pas lui qui a eu le choix des Spurs, c'est les Spurs qui l'ont sélectionné dans la draft, qui ont le premier choix de la draft. On disait, là, peut-être le point négatif, c'est qu'il va être dans une équipe qui ne brille pas dernièrement en NBA, elle est carrément dernière de sa conférence Ouest. Peut-être que lui peut être frustré aussi sur son temps de jeu qui a un peu baissé dernièrement. Il aimerait jouer un peu plus, on le sait aussi avec cette équipe des Spurs. Il est même rentré sur le terrain sans l'autorisation de son coach, Greg Popovich, lors d'un match. Donc attention à ne pas avoir un peu trop de défiance envers son coach, qui, on le sait aussi, est un coach qui est très bon pour faire progresser les jeunes. Donc individuellement, il est largement au rendez-vous et peut-être même au-delà des attentes. On pouvait croire à un démarrage un peu plus, on va dire, calme de la part de Victor Wembanyama. Maintenant, on attend d'avoir une équipe des Spurs. Ce sera pour la saison prochaine, peut-être avec un peu plus d'éléments convaincants pour avoir des résultats collectifs un peu plus probants pour Victor Wembanyama. Pierre Chevalier, qu'est-ce que vous répondez ? Là, moi, je réponds donc non, il n'est pas encore dans la légende, mais ça ne saurait tarder, évidemment. On sait que Victor n'a pas eu le choix dans la draft avec l'arrivée aux Spurs, ça je le redis, mais qu'il se retrouve avec une équipe à porter sur ses épaules, qui ont quand même qui s'est pas mal étoffé au niveau des épaules et des biceps. Il a pris 7-8 kilos là, depuis son arrivée, donc là il est bien pris en main. Il a des stats qui effectivement affolent les compteurs. Il n'est pas encore dans les records d'un Kevin Durant quand il a démarré aussi par exemple, mais il est 3e ou 4e, toutes stats confondues, parce que là je dirais en fait, et c'est là où c'est un peu sioux, c'est que son côté complet peut-être le desservir. C'est-à-dire qu'en gros, il est bon partout. Et c'est un athlète de 2,25 m maintenant, avec ou sans chaussures. Ça dépend, ouais. Ça dépend comment on le mesure. Qui dribble. Je l'ai vu faire des rollovers aussi autour de son corps pour aller dunker derrière, qui esquive, qui tire à 3 points, qui est plutôt adroit au lancer franc aussi. Qui dunk, bon ça c'est même, il y a même pas besoin de sauter. Voilà, c'est même banal de dunker sur la tronche de ses adversaires. Et il est meilleur contreur là avec une moyenne de presque 3 contres par match. Et donc joueur complet qui doit porter son équipe et qui là malheureusement s'est blessé, et c'est pour ça aussi qu'il est rentré sans autorisation. C'est que sa cheville là qui s'est tordue à Dallas et sous observation évidemment, là c'est comme si c'était son talon d'Achille. On a souvent dit sur ce plateau que ce qui guettait Victor et son explosion et son entrée dans la légende, c'est le risque de blessure. C'est-à-dire, s'il est
épargné par les blessures, notamment les blessures sérieuses, bon là, sauteur de la cheville, a priori, c'est pas si grave que ça, il ira très loin et il va respecter les oracles et puis nous faire rêver et nous emmener le basket français là où peut-être il n'a jamais été, où il avait pris la piste avec Tony Parker, mais et puis les Rudy Gobert et autres qui sont des gens en NBA, mais là il est en train de prendre un départ canon. Il est dans une équipe qui est en construction, comme l'a rappelé Greg. Popovic va nous trouver quelque chose, va nous trouver la recette cette saison ou la saison prochaine. De toute façon, là, ils sont en piste, les Spurs, pour être à nouveau pas très loin du premier choix de la draft de l'année prochaine. Hein. Donc voilà, il faut construire autour de Victor. Et puis là, oui, de toute façon, si c'est pas cette saison, ça va être la saison prochaine ou les suivantes, quand il commencera à gagner des titres. Jean, qui vous a convaincu ? Moi, je serais plutôt pour ce qu'a dit Pierrot. Parce que, alors, moi, j'étais entre les deux. Parce qu'effectivement, il est présent. Il est au rendez-vous, quoi. Il explose tous les compteurs, là. C'est un futur grand joueur, ça c'est sûr. On en est sûr maintenant. C'est un futur grand joueur. Mais pour moi, une légende, c'est quelqu'un qui a fait énormément durant une carrière, quoi. On peut parler pour moi de légendes, des Michael Jordan, voilà, ça ce sont des légendes parce que ils ont fait une carrière monumentale, monstrueuse. Voilà, ouais, on les voit tous. On en voit, voilà. On en voit actuellement là. Ça pour moi ce sont des légendes, mais on peut pas parler d'une légende d'un jeune joueur qui débute aussi fort que ses débuts. C'est sûr, il explose tous les records, on est là, on dit les chiffres. Il est présent au rendez-vous, on l'attendait beaucoup. Et puis surtout, moi, ce que je veux pas faire, c'est le bon français en mettant la charrue avant les bœufs, en lui donnant le titre déjà de légende, alors que finalement, outre ses performances individuelles, pour l'instant, il fait son boulot de basketteur, il le fait très bien, mais pour moi, on est loin de lui donner le titre de légende. Attendons un peu, laissons-le progresser, laissons-le aller dans des grandes équipes. Giannis Antetokounmpo, je vais réussir à le dire, il est au-dessus de joueurs comme celui-là. Par exemple, il tournait à l'époque sur le même nombre de matchs, 6,5 points lors de sa première saison, 4,5 rebonds, 1,5 passes sur ses premiers matchs. Il est largement au-dessus finalement. Et Giannis a été MVP quelques années plus tard. On est bien d'accord, mais quelques années plus tard. Donc là, pour l'instant, c'est un garçon qui explose les compteurs et les records. Et qui est, encore une fois, présent au rendez-vous. On l'attendait, il est là, il répond présent. Mais encore une fois, pour moi, attendons qu'il fasse vraiment sur la longueur, je dirais, qu'il dure sur la longueur, qu'il intègre peut-être aussi, un peu plus tard, une grande équipe, où il va pouvoir peut-être aussi, lui, sortir son épingle du jeu. Parce que là, finalement, on le voit. Et avec sa blessure, là tout le monde, ça y est, tout le monde est en alerte, en haleine. Si on perd Victor Wembanyama, ça y est, c'est fini, on est perdu. Donc là, c'est le pivot de l'équipe actuellement. Donc je lui souhaite, c'est très bien, je lui souhaite de grandir encore plus, pas en taille, parce que là, sinon, c'est pas la peine, mais qu'il grandisse professionnellement et sportivement, et qu'il intègre des grandes équipes, où là, peut-être, parce que ce sera un grand joueur, c'est certain maintenant. Et là, on parlera peut-être d'une légende. Mais pour l'instant, c'est un peu trop tôt. Grégory, on a vu quelques-uns des visages, Kobe Bryant, Michael Jordan, Allen Iverson. Il est encore très loin de ces grands noms de la NBA. La légende, je suis d'accord avec Jean, se construit au fil des années et aussi avec des titres collectifs. Maintenant, peut-être une légende médiatique. Je pense que dans l'histoire de la NBA, un pareil engouement, une pareille mania autour d'un joueur, en plus qui n'est pas américain, qui vient de l'étranger, je pense que ça a été rarement vu dans les dernières années. Ça sera le mot de la fin sur cette thématique. On va maintenant passer à notre page débat. On va terminer par l'envolée de Grégory, le meilleur moment de cette émission. On garde toujours le meilleur pour la fin. Grégory, alors de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Ça y est, Mickaël, ça y est, messieurs, c'est cette année que la France va accueillir les Jeux Olympiques de Paris 2024. Une première en 100 ans pour des Jeux Olympiques d'été et une première dans l'absolu aussi pour les Jeux Paralympiques qui suivront. La capitale, mais aussi les Yvelines vont recevoir le plus grand des rendez-vous. Moins de 200 jours désormais nous séparent de Paris 2024. Et l'attente est devenue, je dois le dire, insoutenable puisqu'on parle de ces JO depuis longtemps.
Souvenez-vous, c'était le 13 septembre 2017. La nouvelle était officialisée depuis Lima au Pérou. Après l'échec de 2012, notre candidature française, elle n'avait pas raté le coche cette fois-ci. Alors on a vu quelques images, il y avait une grande fête aussi au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Fierté, enthousiasme était au rendez-vous et c'est bien normal. 4 sites olympiques rien que dans l'agglomération, avec le Vélodrome et son stadium de BMX, à Montigny-le-Bretonneux, la colline d'Elancourt, le golf national à Guyancourt et même un 5e site dans le département au château de Versailles avec l'équitation. Les Jeux Olympiques étaient la promesse d'un avenir radieux. C'est en ce moment la période des vœux, donc je me lance. J'espère que ces JO 2024 seront une réussite. Vivre 2 semaines de rêve, une parenthèse enchantée. Au milieu d'une actualité, on doit le dire, très difficile, puissent les polémiques se calmer quelque peu autour du rendez-vous, ce budget qui déraille, le prix des places et les incertitudes qui planent encore autour de la sécurité et de certains sites et épreuves de Paris 2024. Alors heureusement, dans les Yvelines, pour le moment, tous les voyants semblent au vert. Le Vélodrome national et son stadium de BMX sont l'expérience des grands rendez-vous. Bon, je ne parle pas ici des championnats de France, mais plus des championnats du monde, championnats d'Europe, qui ont prouvé la capacité de l'enceinte à bien recevoir. On espère aussi que niveau résultat, ce sera merveilleux. Des médailles d'or autour du coup de Mathilde Gros pour la piste, de Joris Daudet pour le BMX ou d'autres de leurs acolytes. Accueillir des compétitions mondiales, le golf national y a aussi goûté. J'aimerais revivre des frissons similaires à ceux de la Ryder Cup 2018. Grand moment de ma vie de jeune amoureux du sport. Là encore, des chances de briller avec la pépite Céline Boutier dans le top 10 mondial actuellement à la 3e place. Pareille performance n'avait jamais été réalisée dans l'histoire du golf français. On a aussi des sites fraîchement aménagé pour cette échéance olympique. La colline d'Elancourt connaît actuellement ses ultimes travaux d'aménagement pour les épreuves de VTT. On a eu le droit à un avant-goût très prometteur. Le test event qui s'est déroulé sur place en septembre dernier avec 5000 spectateurs. Il y en aura 15 000 sur place les 28 et 29 juillet prochains. Et les Yvelinois pourront d'ailleurs profiter des pistes de VTT même après les JO. La colline sera ouverte à tous. Et puis je suis peut-être chauvin, mais on n'est pas très loin de la réalité tout de même. Ce sera dans les Yvelines que l'on aura l'un, si ce n'est le plus beau des panoramas de ces Jeux Olympiques de Paris 2024, le château de Versailles, puisque les épreuves d'équitation se dérouleront directement dans le parc du château. Là encore, un événement test s'est tenu l'année dernière sur le site qui est cette fois-ci éphémère. Tout doit disparaître après les JO. L'héritage et les souvenirs, eux, ne devraient pas disparaître parce que on est bien lotis dans les Yvelines aux épreuves de cyclisme sur piste, de VTT, de BMX racing, de golf sont venus s'ajouter entre-temps une partie du tracé des épreuves de cyclisme sur route et aussi du marathon. 2024, c'est l'année de l'olympisme. Cela fait désormais 7 ans, Mickaël, qu'on attend ça avec impatience. Ce sera peut-être l'unique fois dans notre vie qu'on va vivre ces JO d'été en France. J'ai vraiment hâte. On a tous vraiment hâte. Bravo Grégory, toujours magnifique. Ouais. On voit qu'il redémarre sur de très grandes bases en 2024, Grégory Canales. Il ne faiblit pas. Il ne faiblit pas. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Pierre et Jean, de cette envolée? Et vous, est-ce que vous avez hâte? Pierre, on commence par vous. Évidemment, j'ai hâte. On en parle depuis très très longtemps. Il y avait la déception de 2012. Il y a les Jeux Olympiques, c'est une échéance sportive à part. Un événement mondial planétaire vraiment à part et c'est par exemple un amoureux de golf qui vous parle de ça avec la Ryder Cup notamment et puis c'est surtout notamment si on fait le focus Yvelines, c'est tellement de lieux là qui vont être magnifiés par cet événement entre le château de Versailles, entre le Vélodrome, entre le golf national, la colline d'Elancourt, le stade de BMX, il y a tout ce qu'il faut pour. D'ailleurs, je lisais il y a pas très longtemps que la ville la plus courue en ce moment sur les locations saisonnières et locations d'appartements, ça n'est pas Paris, c'est Versailles. C'est Versailles qui est la plus courue, peut-être pour la douceur de vivre, les panoramas dont parlait Greg, et puis toutes ces épreuves qui rassemblent quand même beaucoup de public international. Donc oui, vraiment hâte, très hâte, même si on n'a pas beaucoup de billets, très hâte que ça démarre. En juillet. Vous avez réussi à en avoir ou pas du coup? Oui, golf. Les Yvelinois se posent la question. Golf. Golf. J'ai réussi à avoir le golf par le biais
de Traditionnel et connaissances. habituel. Ah, Oui, habituel, tout à fait. habituel. Tout à D'accord. fait. Je peux encore les entrer partout. Jean, vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette envolée et de ces Jeux Olympiques? L'envolée, magnifique, magnifique, à l'image de Greg. Il a réussi à avoir des places parce qu'il a loué sa maison pendant les Jeux Olympiques. Aussi, Voilà. aussi à prix d'or. À prix d'or. Ah, il peut s'acheter plusieurs places, hein, du coup. Là, il a acheté Même les les finales et même pour gradins. l'athlétisme et la natation. tu vois. Il a Il a toutes acheté les les places. gradins au national. Alors, c'est l'événement planétaire que tout le monde attend tous les 4 ans. Il est en France. Pour nous, ce sera certainement les seuls Jeux Olympiques que nous verrons de notre vivant. Les derniers, c'était il y a 100 ans. Donc, on ne peut qu'être réjoui de cette magnifique organisation et d'autant plus avec toutes les disciplines qui vont se disputer sur nos terres des Yvelines, quoi. Donc, on ne peut dire qu'un grand cocorico, avec bien sûr, on va pas aller les bémols, là, tout au niveau du budget, du transport. Enfin, le transport, c'est quand même, je trouve que c'est un caillou dans la chaussure. Ouais, c'est un point noir parce que, je te disais, je crois qu'on est le seul pays quand même à avoir quasiment, à augmenter, on va pas entendre les chiffres, à avoir augmenté le prix des transports pour cette manifestation olympique, pour ces Jeux Olympiques. Beaucoup avaient fait la gratuité pendant les Jeux C'était Olympiques. dans la candidature même d'ailleurs. Ouais. Beaucoup avaient fait la gratuité, là, augmenter le prix. C'est vraiment le point noir de ces JO qui se veulent populaires en plus. Donc, bon, déjà, il y a eu quand même cette ambiguïté et ce débat autour des places, parce qu'on disait qu'il y avait des places à prix populaire, sauf que pour avoir des places à prix populaire, il fallait acheter un pack complet d'autres disciplines qui ne vous plaisaient pas spécialement. Donc bon, on a joué un petit peu sur les mots, c'était un petit peu dommage sur la communication, mais ça reste pas quand même l'événement planétaire, et Cocorico, c'est en France et à Paris. Très rapidement, un petit tour de table. Quelle est l'épreuve qui vous fait le plus rêver dans les Yvelines, que vous aimeriez voir dans les Yvelines. Dans les Yvelines. Grégory? Qui me fait le plus rêver, allez, je dirais quand même, j'ai hâte de voir l'équitation au château de Versailles, voir ce que ça rend, le rendu final en fait, parce qu'on en parle depuis de nombreuses années, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour vous, Jean? Allez, je mets le doigt dessus, le golf. Le golf. Et pour vous, Naturellement le golf, mais je suis assez d'accord. vous avez les places, hein, c'est parfait. Le panorama Versailles, le panorama du château de Versailles, ça va avoir de la gueule. Alors c'est déjà la fin de cette émission, on va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui je vous propose une citation du basketteur Michael Jordan. N'ayez pas peur d'échouer, ayez peur de ne pas essayer. Je vous laisse méditer sur cette phrase, à bientôt sur TV 78.